Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, l'Allemagne de 1517 et Luther, deux inquiétudes sociales. Pourtant, si l'homme était assez fort, sa voix assez puissante pour soulever d'un mouvement unanime les Allemands remués jusqu'au fond d'eux-mêmes, pour susciter et faire déferler sur l'Allemagne une de ces vagues de fond irrésistibles qui brisent toutes les barrières, balaient toutes les digues, se grossissent de tous les obstacles. À première vue, déclencher un pareil mouvement, la chose n'avait rien d'impossible. Si l'on avait l'homme, s'entend, car, entre Rhin et Vistule, nombreuses étaient les voix qui depuis longtemps s'élevaient, réclamant une réforme. Déçue par l'échec de tous les plans successifs d'organisation politique, l'opinion semblait s'intéresser à la réforme religieuse, et cette réforme ne pouvait-elle fournir à toutes les puissances, grandes ou petites, qui se déchiraient en Allemagne, un terrain d'entente relativement facile ? L'empereur, en face du pape, il avait son rôle traditionnel à jouer, ses conceptions de chef temporel de la chrétienté à faire valoir, son mot à dire avec autorité. Les bourgeois, les paysans, ils payaient. Ils n'aimaient pas payer. Ils entendaient bien discuter leurs créances. Les princes enfin et les nobles, ils regardaient avec insistance les beaux et grands domaines de l'Église allemande. Ils les connaissaient bien. Chacun dans sa maison pour ses cadets avait son archevêché, ses évêchés, ses abbayes. Au lieu d'une possession viagère, s'assurait une pleine propriété, héréditaire et dynastique, le beau rêve doré. Et cependant, toutes les négociations avec Rome avaient échoué. Frédéric III n'avait obtenu que les concessions mesquines du Concordat de Vienne. Maximilien Ier ne réussit pas mieux en dépit de son beau projet de 1511, ceindre à la fois, pour résoudre plus aisément les difficultés, la couronne impériale et la tiare pontificale. Toutes les tractations engagées n'avaient abouti qu'à mettre en pleine lumière la mauvaise volonté de la curie. L'opinion demeurait à la fois déçue et inquiète, nerveuse et tendue. Et le malaise se tournait en xénophobie. Ces Italiens qui se moquaient des bons, des loyaux Allemands, ces Italiens vifs, narquois, désinvoltes, sans scrupules ni foi, sans sérieux ni profond, et qui, sous prétexte de servir les grands intérêts de la chrétienté, ne servant en réalité que leurs appétits, tiraient hors d'Allemagne tant de beaux ducats. Des fureurs s'amoncelaient. Luther, une fois le pas sauté, ne cessera de les sentir vivaces au fond de son cœur d'homme allemand, d'homme populaire allemand. Es ist ein verachter Nation denn die Deutsch. Pas de nation plus méprisée que l'allemande. L'Italie nous appelle des bêtes. La France et l'Angleterre se moquent de nous, tous les autres pareillement. Cri jaillit d'un cœur ulcéré et qui en dit bien long. Seulement ces désirs, ces velléités, ces vœux de réforme, quand on les examinait attentivement, quand on interrogeait avec soin ceux qui les formulaient, les intérêts jouaient que les hommes en eussent ou non conscience, et ces intérêts étaient sinon contradictoires, du moins divergents. Quant aux sentiments, anarchiques dans ses formulations politiques, l'Allemagne de 1517 ne l'était pas moins dans ses conceptions morales. Sans doute il y avait dans les villes la masse compacte, relativement homogène, sérieuse et instruite des bourgeois. Mais que leur état d'esprit était complexe à cette date, et d'autant que nous pouvons nous le figurer instable. Gagner de l'argent, je veux dire vouer sa vie au gain, donner le profit comme but à son activité, la pratique n'est pas indifférente à l'homme moral. Le bourgeois, qui réunissant dans ses affaires capte la vraie richesse, et non pas seulement l'honnête aisance, la richesse avec tout ce qu'elle procure, en même temps que des monnaies acérées dans ses coffres et des bijoux et de somptueuses étoffes, il acquiert bien autre chose encore, un sentiment d'importance sociale tout nouveau, de dignité aussi, d'indépendance et d'autonomie. À la bourse d'Anvers comme au Stadtholf de Londres, ou sur les quais de Lisbonne, c'est chacun pour soi. Mais chacun, précisément, s'habitue à n'attendre d'appui que de soi-même,
à ne prendre conseil que de son sens propre. Or, les bourgeois d'Allemagne, au début du XVIe siècle, les marchands surtout, commençaient à gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Et ces hommes à qui souriait la fortune, les traditions d'un monde qui ne leur ménageait point une place honorable, les principes d'une morale faite pour des gagnes petits, comme tout cela leur paraissait importun ou hostile, ils en secouent le joug impatiemment, ils en discutent la légitimité. Rien qu'en gagnant de l'argent, leur argent, de quelles emprises ne se libère-t-il point? De la condamnation du prêt à intérêt, de l'interdiction de prendre un loyer de l'argent, peut-être, de bien autres choses encore, et qui allaient plus loin. Ce qu'ils mettent en question, c'est toute la vieille mentalité artisane du Moyen Âge. On lit en note celle que décrit Henri Pirenne dans ce chef-d'œuvre Les villes du Moyen Âge. Bruxelles 1927, fin de note. Des métiers faits sans doute pour nourrir leur homme, mais ne comportant pas de profit, hors celui qui permet aux producteurs de vivre. La notion du juste prix maintenue par des magistrats appliqués à garantir, dans l'intérêt du seul consommateur, la bonne qualité et le bas prix des marchandises, conception très forte encore dans l'esprit des hommes du XVIe siècle et qui longtemps, bien longtemps le resteront. Sont-elles tout à fait mortes aujourd'hui? Contre elles, les hommes nouveaux, les premiers représentants d'un esprit véritablement capitaliste, s'inscrivent en faux violemment. La vente à trop bas prix, préface nécessaire d'une vente à trop haut prix, les jeux alternés de la hausse et de la baisse, l'accaparement, les monopoles, la tromperie sur la qualité et sur la quantité, l'exploitation cynique et sans merci des faibles et des pauvres, voilà ce qu'on apprend à la nouvelle école, dans ces capitales de l'or où se coudoient, empressés à s'enseigner les malhonnêtes pratiques, les hommes de 10 nations, tous tendus vers le gain.